Salut tout le monde, c'est Mans. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la première partie du one-shot Titanic, un funeste destin, que j'ai fait jouer à plusieurs reprises ces dernières semaines et que je vais faire jouer encore quelques fois d'ici la fin du mois de janvier. C'est un one-shot que j'ai créé dans le cadre de l'événement Filmotopus proposé par Poulpi sur son serveur Discord. Il défiait les maîtres du jeu qui le souhaitaient de créer un scénario en lien avec un film plus ou moins connu et de faire jouer une aventure en one shot, donc en une session, si possible une soirée, à un petit groupe de joueurs. Donc une aventure qui se déroulerait avant, pendant ou après la trame du film choisi. Et moi j'ai assez rapidement relevé ce défi, on va dire, et en réfléchissant je me suis dit que Titanic pourrait être intéressant, mais évidemment Titanic un petit peu détourné. Il ne s'agit pas d'un drame romantique, on va dire, mais plutôt de quelque chose d'assez différent. Vous allez le découvrir lors de cette vidéo, et j'espère, ma foi, que ça vous plaira. Et je voudrais remercier tout particulièrement Jenny, Lestat et Poulpi qui ont joué ce one-shot début décembre lors d'une session d'environ 4 heures. Ils ont parfaitement incarné leur personnage, comme vous allez le voir lors de ces différents épisodes. Et par ailleurs, vous pouvez retrouver tout ce petit monde sur le serveur Discord de Poulpi et observer les vidéos passionnantes du passionné Lestat sur sa chaîne éponyme Lestat JDR sur YouTube. Nous sommes le 10 avril 1912 à Southampton en Angleterre. Le Titanic appareille pour son voyage inaugural qui va le mener à New York, après 2 courtes escales à Cherbourg en France, puis à Queenstown en Irlande. À bord, près de 900 membres d'équipage sont à disposition des quelques 1500 passagers. Parmi ces derniers, de nombreuses figures connues sont présentes, ne souhaitant pour rien au monde louper cette traversée historique. Des milliardaires en livres sterling comme Keldon Oakley et sa promise Rose DeWitt, Benjamin Guggenheim et sa trop jeune maîtresse Miss Léontine, ou bien John Astor IV et sa décidément trop jeune femme Madeleine. Mais parmi les passagers de première classe, on peut également trouver un trio plus discret, moins ostentatoire, qui semble à la fois soudé et dépareillé. Elizabeth Wainwright, journaliste, Édouard Dupont, marchand d'art français, et James Wong, commis de cuisine et peintre en devenir. Édouard se sent prêt à conquérir le marché américain et effectue le voyage avec quelques marchandises exclusives en cale. Parmi les biens qu'Édouard emporte outre-Atlantique, un fragment de colonne d'une 40aine de centimètres de haut représente la plus belle pièce. D'origine non déterminée, elle a été réservée par le milliardaire Benjamin Guggenheim et l'affaire doit se conclure lors de la traversée. Elisabeth couvre ce voyage inaugural pour son service de presse Reuters. James, enfin, tient à quitter l'Angleterre qui lui laissera un bien mauvais souvenir. Pour lui, l'Amérique est une terre promise, un territoire dans lequel il va pouvoir faire peau neuve. Tous trois se sont connus dans le cadre des expositions réalisées par Édouard. Elisabeth a eu l'occasion d'en couvrir plusieurs pour son agence, et les deux, presque quinquagénaires, se sont pris d'amitié. James, de son côté, a été repéré par Édouard pour ses qualités artistiques. Le marchand d'art lui a même permis d'exposer quelques-unes de ses toiles, l'une d'entre elles s'étant vendue à un bon prix, ce qui lui a permis d'acheter un billet sur le Titanic. C'est vers 9h45 ce vendredi matin que nous retrouvons Elisabeth, Édouard et James. Tous trois suivent Henry Wilde, le second du Titanic, le long des escaliers qui descendent dans les entrailles du navire. Il semblerait qu'un problème soit survenu dans la cale. Vous êtes en train de... Donc tous les trois, effectivement, vous êtes groupés. Édouard est en tête. Et vous êtes en train de suivre le second du vaisseau, le second du Titanic, qui est un jeune homme d'une 30aine d'années, extrêmement bien sur lui. Hein, vous imaginez les costumes les costumes d'apparat de ses équipages, la casquette, il est parfaitement rasé. Il a un visage un peu poupin d'ailleurs, un petit peu jeune cet homme, ce second. Et vous êtes en train de descendre avec lui dans les profondeurs du navire. Le Titanic a 10 ponts, hein, il faut s'imaginer, c'est vraiment un énorme millefeuille. Et là, vous arrivez vers le bas du navire.
Donc il faut s'imaginer la chaleur, puisque vous êtes très près des chaudières notamment. Ça fonctionne au charbon et à la vapeur, le Titanic. Donc il fait très chaud, pas loin de 30 degrés là où vous êtes. Il y a des vibrations, puisque vous êtes très près des machines, donc ça, vous sentez vraiment, vous faites corps avec ces énormes chaudières. Il est à peu près 10 heures du matin, et si vous êtes en train de descendre ces escaliers à la suite du second, c'est parce que il est venu vous trouver pendant que vous preniez votre petit déjeuner tous les trois, et il s'est adressé à Edouard d'un air un petit peu contrit. On voyait qu'il était assez ennuyé, et il t'a averti en fait d'un problème avec la caisse que tu as appareillée dans le navire. Il y aurait eu une effraction. Une effraction. Mais comment est-ce possible? Elle était pourtant bien fermée et on la calme. Exactement, elle était enfermée dans la cale, dans un espace protégé où les passagers ne sont pas censés se rendre. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver malheureusement. Tout sera couvert, bien évidemment, par la White Star Line, s'il devait y avoir des dégâts. Et c'est pour cela qu'il faudrait que vous veniez inspecter. Oui, bien évidemment. Allons-y tout de suite. J'espère que personne ne m'a rien volé. Et vous arrivez dans cette cale, donc qui est assez sombre. Hein. Le Titanic est éclairé par des lumières électriques qui sont produites par des groupes générateurs dans les cales. Mais la partie des cales est assez peu pratiquée pendant le voyage. Donc il y a quelques éclairages diffus, mais malgré tout, voilà, la plus grande partie est plongée dans l'ombre. Il y a d'énormes caisses, d'autres caisses un petit peu plus petites. Vous apercevez même des voitures qui sont eh bien accrochées pour ne pas bouger pendant le voyage. Et puis, au fur et à mesure que vous avancez dans une coursive, vous voyez qu'il y a un espace qui a été délimité par une chaîne. Et juste derrière, il y a un petit attroupement. Il y a 3 personnes qui sont en train de discuter. Et donc, vous arrivez sur ces lieux. Il y a 2 personnes plus le second, donc 3 personnes extérieures à votre groupe, et vous 3 arrivez également. Moi, au départ, je dis trop rien. Enfin, je suis un peu le mouvement. De toute façon, je suis là, de toute façon, grâce à Monsieur Dupont. Donc, je vais me faire discret. Ce que je voudrais faire, c'est tout de suite aller dans sa case à lui et juste regarder ce que je vois. Si je, pour l'instant, je furte un petit peu et je regarde si je vois quelque chose de pas normal, de manquant ou même d'ajouté. De mon côté, moi, vous voyez que je suis très stressé et je fais des mouvements avec les doigts. Je regarde partout, à gauche, à droite. Je suis assez pressé d'arriver où on m'emmène. James, de ton côté, aussitôt arrivé sur les lieux, donc vous avez franchi la chaîne. Les 2 personnes se sont retournées mais continuent à discuter entre elles et visiblement elles s'intéressent à un point qui est situé un petit peu au-delà de ces caisses. Donc le second vous présente la caisse qui t'était attribuée, Edouard, qui est une grosse caisse en bois d'à peu près 1m50 sur 1m50 sur 1m50. Donc tu sais exactement les objets qui étaient à l'intérieur. Et toi, James, de ton côté, donc tu t'approches et tu commences à regarder et c'est extrêmement visible. Hein. Le côté avant de la caisse a été décloué, sans doute à l'aide d'un pied de biche, voilà, d'un ustensile de ce genre. Eh bien, moi, on n'a pas vraiment de doute sur. Regarder. On n'a pas vraiment de doute sur ce qui s'est passé. C'est déjà ça. Oui, là, clairement, Monsieur Dupont, je pense que vous avez été victime d'un vol. Enfin, il faut vérifier ce qui a été volé. Un odieux larcin prémédité, vous voulez dire? Laissez-moi regarder. Je commence à farfouiller un peu, j'imagine que c'est plein de paille. Effectivement, il y a des protections, hein, puisque à l'intérieur, tu as des œuvres qui sont assez plus ou moins estimées, on va dire, mais il y en a pour une certaine valeur en tout. Hein. Je cherche le petit bout de colonne en premier. Tu commences à fouiller. James, tu es un petit peu de côté, et le second, lui, est debout face à vous, et il a sorti un petit carnet, et il est en train de noter des choses dessus. C'est un carnet avec un papier carbone.
est-ce que je peux regarder où regarder ces personnes-là? Tu m'as dit qu'ils étaient attirés par quelque chose. Moi, je voudrais m'approcher d'eux et regarder, l'air de rien. Ils sont environ 5 mètres après cette caisse, en fait. J'y vais. Donc, Edouard, tu commences à défaire un petit peu. En fait, tu as pas grand-chose à défaire parce que ça a déjà quand même été assez malmené, l'intérieur. Salaud. Tu penses que des membres d'équipage ont d'ailleurs remis certaines pièces à l'intérieur pour que ça traîne pas comme ça. Et toi, James, tu t'avances un petit peu dans l'allée et tu t'aperçois, malgré ces deux personnes qui essayent de se mettre un petit peu devant, qu'il y a un homme allongé derrière une caisse. Ah oui. Je les regarde, eux, puis l'homme, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il faut peut-être l'aider, non? J'ai un doute, tu vois. Je sais pas pourquoi il reste planté là. Je m'approche. J'attends pas qu'il réagisse et je marche en direction de l'homme qui est allongé. Mais immédiatement, tu as un des deux hommes, le plus grand, qui se retourne, qui est très élégamment vêtu, qui a un port assez altier et qui semble assez costaud. Ses vêtements sont un petit peu comprimés, on va dire. Il se retourne, il te tend la main. William Murdoch, enchanté, à qui ai-je l'honneur? James. Je lui tends la main de manière hasardeuse. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un ami de la victime de ce vol? Oui, absolument, Monsieur Dupont. Écoutez, nous aimerions que vous vous limitiez au théâtre du vol. De ce côté, il y a eu une autre partie dans ce crime crapuleux. Oh, cette personne est décédée? Et je le crains, effectivement, oui. Ah, et vous êtes? Pardonnez-moi, Monsieur Murdoch, c'est cela, hein? Oui, William Murdoch, je suis le maître d'armes de ce navire. Je vois. Je regarde en direction de Monsieur Dupont, puis... Et vous pensez que ça peut avoir un rapport avec le vol qu'a subi Monsieur Dupont? Écoutez, le contraire serait étonnant, non? Un vol, Oui, un cadavre, le tout dans un périmètre de 10 mètres, au même moment, avouez que c'est suspicieux. Ah oui, très. Et quelqu'un a vu quelque chose? Quelqu'un a forcément vu quelque chose. Eh bien, écoutez, à part le matelot qui a découvert la caisse fracturée, heureusement, il n'est pas tombé sur ce pauvre homme. Non, personne n'a rien vu a priori. En tout cas, nous enquêtons. Je vous embête pas plus, je vais prévenir Monsieur Dupont. Je regarde un peu, je regarde derrière lui quand même. Je tiens un peu mon pendentif machinalement. Ça me tend un peu cette situation quand même beaucoup. Et je m'en retourne vers mes amis. Et je m'approche. Monsieur Dupont, s'il vous plaît. Une minute. Je n'ai pas fini de trouver ce que je cherchais. Ah, Non, mais où Monsieur est-elle, Dupont. bon sang? Monsieur Dupont, Attendez, il y a eu un mort. Il y a eu un mort. Monsieur Dupont, il y a un mort. Quoi? Monsieur Dupont. Là-bas. Le maître d'armes du navire est en train de bloque le passage. Il y a un homme décédé un peu plus loin dans la cale. Ah mon Dieu, mais c'est affreux, c'est affligeant. Et je retourne à ma fouille. Et en tout cas, pendant ta fouille, tu as déjà repéré, pour ton plus grand malheur, deux toiles qui étaient abîmées, qui ont sans doute reçu un coup du pied de biche, en fait. Mais ce n'est pas possible. Et, Je suis en train de monter l'appareil photo derrière cette scène. Edouard, si vous le souhaitez, je peux faire quelques clichés, peut-être une quelconque assurance. Bien évidemment, cela pourra servir pour la compagnie d'assurance, mais... Oh, cette toile était inestimable. Vous entendrez parler de moi, ça c'est sûr. Le second s'incline. Vraiment, monsieur, je suis désolé, je comprends. Vous savez, la compagnie est assurée, il n'y aura vraiment aucun problème. J'espère bien. Et de fait, en fouillant dans toutes ces œuvres, dans ce qui reste, tu as l'impression que la colonne n'y est pas. Enfin, tu en es même sûr, hein, elle prend de la place, elle était fortement emballée et clairement, elle manque. Ah, les salauds. Ils le savaient, ils savaient qu'elle était là-dedans. Quelqu'un leur a dit c'est obligatoire. Je tourne mon regard vers vous et... Non, c'est pas possible. Quelqu'un d'autre était au courant. Sans doute... Monsieur Dupont, il y a forcément quelqu'un qui était au courant, c'était très ciblé. Bon, il va falloir que nous fassions le point. À qui avez-vous parlé ces 6 derniers mois? Vu mon Monsieur métier, Dupont. la liste va être longue, Edouard, très longue. C'est pas grave, nous avons tout notre temps. Mais monsieur Dupont, moi je parlais à beaucoup de gens qui ne vous concernent pas. Et je commence à réfléchir et je dis, mais oui,
Je me dis qu'il ne concerne pas, je fréquente des milieux un peu... Je suis en train de me demander si j'ai pas dit quelque chose. Je commence à douter, tu me vois, je suis pas, mais tu me vois tendu, je touche mon petit pendentif. Ah, et de toute façon, monsieur Dupont, on en saura plus prochainement. Si vous voulez, je me baladerai un peu dans les environs et j'interrogerai, peut-être qu'on peut parler au matelot qui a découvert l'endroit, la scène de crime. De toute façon, la personne qui s'est introduite ici est toujours sur ce bateau. Ben oui, bien sûr, hein, mais... Juste de la trouver et de récupérer ce qui nous appartient. Oui, peut-être que vous pourriez parler à monsieur Murdoch directement, peut-être qu'à vous, il vous le dira quelque chose. Il n'avait pas l'air très loquace à mon égard. Je peux essayer, bien évidemment. Il est par là. Tu vois que je commence à renfourner un peu toute la paille et le bordel en essayant de les mettre un peu correctement. Puis à un moment donné, j'ai un petit geste un peu... je regarde le second là qui est avec nous. Vos gens s'occuperont de tout remettre correctement. Ne vous en faites pas, monsieur. En tout cas, j'ai bien noté ce qu'il vous manquait. Une colonne, c'est ça, si j'ai bien compris? Colonne inestimable. Inestimable, je l'ajoute. Datant de l'ère mésopotamienne. Il y a des inscriptions dessus qui pourraient tout révolutionner le monde de l'histoire. Je comprends. C'est en Afrique, ça, monsieur, non? Non, pas vraiment, mais je n'ai pas le temps de faire un cours d'histoire. Je vais voir l'autre gars. Si possible, pendant qu'il fait ça, j'attends le moment propice, mais si jamais il attire l'attention et tout son esclandre et tout ça, moi je vais essayer, je fais un petit signe à Lizzie. Entendu, on se connaît un peu mieux avec Lizzie, on est plus sur le tutoiement, tout ça. Enfin, même si on se tutoie pas en anglais normalement, mais peu importe, tu m'as compris. Je vais dans l'autre sens, moi je vais tourner autour des caisses et je vais essayer de raccrocher le wagon, si je puis dire, du corps, mais en furetant dans la cale tout autour pendant que les autres regardent ailleurs. Si je vois que quelqu'un se tourne vers James, je vais l'accrocher, je vais aller le voir pour lui parler et capter son attention. Donc tu commences à effectuer une petite manœuvre de contournement, on va dire. Alors que Lizzie, tu déballes ton appareil photo, ton trépied, etc. pour prendre quelques clichés, enfin un ou deux clichés, parce que c'est assez... tu n'as pas non plus des dizaines de plaques. Mais tout en scrutant vraiment ce qui se passe autour de moi et particulièrement autour de James. Et si je vois que quelqu'un n'est pas occupé, je vais laisser tomber mon appareil photo pour l'instant et je vais aller lui parler. Édouard, de ton côté, donc tu t'approches du maître d'armes de Murdoch. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour, il te tend la main. Enchanté et désolé de ces circonstances. Je lui serre la main, mais tu sais, un peu... je lui serre pas la main, en fait. Je lui donne la main un peu, je le laisse serrer la main. Je suis monsieur Dupont, Édouard Dupont. Je suis le propriétaire de la caisse qui a été outrageusement vandalisée ici même. Et je souhaiterais avoir des explications tenant serrant. Et là, je vois le corps. Alors tu t'es un petit peu approché, effectivement, tu vois le corps d'un homme qui n'a pas l'air très très grand, qui n'est pas habillé comme vous. Il est vêtu, alors il est quand même élégamment vêtu, mais on voit très nettement que ses vêtements sont un petit peu usés, peut-être pas à la dernière mode. Donc voilà, très clairement, il ne fait pas partie de la même classe sociale que vous. Et il est étendu face contre le sol. J'ai un petit frisson. Puis dans ma tête, je me dis mieux vaut lui que moi. Excusez-moi, revenons-en à nos moutons. Avez-vous vu quelque chose ou savez-vous quelque chose sur ce qui s'est passé concernant ma caisse? Écoutez, non, tout ce que nous savons, c'est qu'effectivement un matelot qui travaille d'ailleurs, qui sert à la chaufferie, s'est écarté un petit peu pour fumer et il est tombé sur votre caisse ouverte. Il a immédiatement prévenu son chef de service, qui a prévenu la passerelle et je suis descendu dans les plus brefs délais. Donc sachez que nous avons réagi très vite. Ça fait moins de 20 minutes que le crime a été signalé. Mais n'avez-vous pas du personnel qui garde les caisses des passagers? Non, pas en permanence. Cet endroit est sécurisé. Ça devrait être le cas pourtant. Il y a des choses de valeur ici pourtant. Bien sûr, nous faisons des rondes, mais il n'y a pas des gens en permanence qui sont ici pour garder ces cales.
Toi, Sachez James, que, tu arrives de l'autre côté pendant ce temps-là. Je suis fort mécontent de ce début de trajet, en tout cas. Le capitaine en entendra parler. Je suis sûr que le capitaine saura vous écouter. C'est un vieux loup de mer. Il a navigué sur tous les mers, tous les océans et c'est un homme bien, vous savez. Oui, certainement. Et puis, vous pourriez ranger un peu vos corps, là. Et puis, je fais demi-tour et je retourne à ma caisse pour finir de ranger tout proprement comme j'ai envie que ce soit rangé. James, de ton côté, tu vois que l'autre personne, donc celui qui n'est pas le maître d'armes, s'est agenouillé à côté du corps et en train de le palper au niveau du cou, de la gorge, de la cage thoracique. Voilà, il fait un certain nombre d'examens, mais toi, tu es un petit peu dans l'ombre, mais tu vois que il a l'air perplexe. Très bien. Est-ce que c'est possible que, en me dirigeant vers lui, clairement, je me dirige vers lui, tant pis si je suis vu, mais je regarde quand même autour de moi. Je vois des traces, des trucs qui ont été laissés peut-être. Je fais attention tout en me dirigeant vers cet individu. Tu t'approches, bon, comme je disais, il fait assez sombre, donc c'est difficile de repérer peut-être des traces de pas, Ouais. Mais en tout cas, tu t'approches et effectivement, l'homme lève la tête surpris, hein, il t'avait pas du tout vu arriver. Il reste un petit peu interdit, comme ça. Excusez-moi, je ne voulais pas vous surprendre, mais vous aviez l'air... quelque chose de particulier est étonnant. Pardonnez-moi, je regardais si je voyais quelque chose, quelques traces pour aider Monsieur Dupont à retrouver sa colonne. Dites-moi, et j'enchaîne. Dites-moi, je m'agenouille près du corps. Mais vous êtes médecin ? Si l'on veut, j'ai déjà assisté à un médecin. Mais je regarde, qu'est-ce qui se passe avec cet homme décédé? Quelque chose de particulier? Ce n'est pas un arrêt cardiaque, et je regarde pendant ce temps-là, tout en parlant. Je prends mes aises, en fait. Eh bien, écoutez, si son cœur s'est arrêté, il ne bat plus, il est mort. Et on peut dire qu'il est mort. Et oui, il est... Vous voyez, là, c'est bizarre, son pouls ne bat plus. Je pense qu'il est mort il y a une demi-heure à peu près, 25 minutes, 30 minutes. Et écoutez, là, il remue un petit peu au niveau de sa cage thoracique. Et écoutez. J'approche mon oreille. Tu approches ton oreille, tu entends comme un glou-glou. Vous entendez? Et puis regardez là, au fond de la gorge, il t'ouvre, il met des doigts dans la bouche du corps. Il ouvre grand la bouche. Regardez au fond. Je regarde. Les tissus ont l'air normaux, enfin, nonobstant les doigts qu'il est en train de mettre dedans. Et par contre, tu aperçois vers le fond de la gorge qu'il semble y avoir de l'eau. Vous voyez, vous entendez, vous avez vu? Oui, je vois. C'est comme si ça circulait encore. C'est pas possible. Non, c'est pas ça. Ce type, il est mort noyé. Donc il aurait été sorti de l'eau. Eh oui. Un bateau comme ça, c'est... Mais si, vous savez, il y a la piscine ou les bains-turcs, il y a de l'eau là, ou même peut-être des baignoires. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il est sec. Attendez. Et je m'approche de la bouche et je sens pour voir si je sens du salé ou pas. Mais je le fais sans lui demander. Comme ça, je commence à sentir à l'intérieur de la bouche. Il te semble effectivement avoir cette petite odeur iodée, ouais. Ok, d'accord. C'est très bizarre, surtout que si ça avait un rapport avec le vol, ça n'a pas de sens. Mais non, s'il avait été surpris et tué comme ça d'un coup sur la tête, par exemple, ça serait crédible. Mais là, oui. Ça n'a peut-être rien à voir. Mais c'est ce que je me dis. Est-ce qu'il n'aurait pas été noyé ailleurs ou peut-être un accident? Et puis finalement, quelqu'un l'a déposé ici? Alors vous nous avez dit, il y avait la piscine et quoi d'autre? Eh bien, les bains turcs aux premières, tout en haut. D'accord. Et vous avez fouillé le corps? Et je commence à fouiller le corps pour voir si on trouve quelque chose. Le maître d'armes pendant ce temps-là est revenu près de toi, Edouard, et puis il inspecte ce que tu fais, il surveille. L'homme te regarde un petit peu perplexe. Et en fait, il te dit, mais le maître d'armes a déjà récupéré son portefeuille, si vous voulez savoir.
Ah bah oui, mais on sait jamais. Parfois, vous savez, on peut cacher des choses à différents endroits. Enfin, je sais de quoi. Enfin bref, tu continues et je cherche pour voir s'il n'y a pas autre chose. Alors, tu cherches et en insistant un petit peu dans ses vêtements, en tâtant avec tes doigts près de son corps et tout, tu remarques que dans son veston, il semblerait, enfin, tu sens une forme rigide à l'intérieur de son veston, du côté gauche. Il y a plusieurs, comme plusieurs bâtons rigides à l'intérieur. Et je peux les sortir ou pas? Alors tu fouilles un petit peu et effectivement à l'intérieur de sa veste il y a une petite poche qui est dissimulée par un revers et tu sors trois outils qui sont assez longs avec des becs recourbés. Je sais ce que c'est ou pas? Ça te dit rien, non? Est-ce que je peux, parce que bon, je viens des rues, tout ça, en laisser, je sais pas, quelques-uns en évidence sans problème et en dissimuler un sous une manche ou quelque chose comme ça? Ouais, le type a l'air toujours assez en train d'ausculter le corps, etc. Donc il s'aperçoit pas trop de ce que tu fais. Ouais. Bah, j'en cache un. Et je te montrerai ça plus tard à quelqu'un d'autre. Le reste, j'ai dit, bah, tenez, j'ai trouvé ça. Ouais, très Regardez, bien. vous voyez, en cherchant un peu, vous savez ce que c'est? Non, on dirait des outils de chirurgien un petit peu, mais plus grossier. Ah, d'accord. Et donc, vous disiez que le maître d'armes avait le portefeuille. Vous savez qui est cette personne? Attendez, Webbs, je crois. Webbs, James Webbs, c'est ça. James Webbs. Et vous savez ce qu'il fait dans la vie, ce monsieur James Oh, Webbs? aucune idée, non. Moi, vous savez, je suis venu ici pour le sculpter, rien de plus. Oui, bien sûr, c'est vrai. Bah, écoutez, je vous laisse faire votre métier. Hein. Si tu permets et que j'ai eu le temps de faire la photo et tout ça, je vais arriver à ce moment-là rejoindre James. Je trouve que c'est long. Et à la base, je surveillais pour que personne l'embête, même si je vois qu'il se débrouille très bien. Je vais quand même m'approcher. Tout va bien, messieurs, et mes yeux vont tomber sur le corps, j'imagine, avant Oui. la fin de ma phrase. Ah oh, pas si bien que ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu me vois un peu tendu. C'est bizarre quand même. Le type a l'air mort noyé avec de l'eau quand même bien iodée. Et donc il a été ramené ici. Donc ça voudrait dire que soit ça n'a pas de rapport avec le vol. Enfin, il y a des chances d'ailleurs. C'est bizarre quand même. Tu te rends compte? Effectivement, je vois pas de point d'eau à proximité. Alors ça, Là, apparemment, dans ça cette peut être les bains turcs plus haut aux étages, la piscine aussi. Faudrait peut-être se renseigner là-bas. Il a peut-être été noyé là-bas, mais c'est quand même bizarre. Et imagine si on est concerné, si c'est quelque chose contre Monsieur Dupont et qu'on est mêlé à ça. Et si on se retrouve mêlé à ça, c'est pas possible. Je te tapote une épaule. Je suis pas une femme qui a une grande délicatesse, hein, donc c'est un geste un peu rêche. Mais je te tapote l'épaule en disant ça va aller, James. T'inquiète pas. Et d'ailleurs, tiens, regarde. Je sors de ma manche. Tu sais ce que c'est ça? Est-ce que je reconnais quelque chose ou... Alors Elisabeth, toi, ça te parle ce genre de choses. Alors toi, tu as des cadavres, tu en as déjà vu, tu en as pris en photo, etc. Donc ça t'a choqué un petit peu tout de suite, mais tu es habitué, on va dire. Ces outils, ça te dit quelque chose? Ouais, tu en as déjà effectivement vu sur des scènes de crime dans le cadre de la pègre, du crime organisé. Il s'agit d'outils qui permettent de forcer des serrures. Des outils de crochetage. Étrange. Et je me retourne vers la caisse. Est-ce que la caisse était entourée d'une chaîne avec un cadenas, avec une serrure, ou est-ce que c'était que des plaques en bois assemblées? Non, c'était juste une caisse clouée, une Ok. caisse de transport. Ouais. T'imagines si... Ah, il faudra dire à Monsieur Dupont. T'imagines si le mort, là, c'est lui le voleur? Et en fait, il a volé la colonne, il s'est fait tuer à un autre endroit, et ils l'ont ramené là. Ouais, c'est possible. Mais
Ou peut-être pour forcer la porte ici, je sais pas. Mais regarde la caisse, il fallait un pied de biche, il fallait des outils. J'ai vu que tu passais un peu partout. Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Non, j'ai rien vu. Mais s'il a été noyé à la piscine au bain turc, faudrait y aller. Le second et le maître d'armes se sont entretenus une minute ou deux et puis ils reviennent vers toi, Edouard. Vous avez terminé? Nous pouvons clôturer cette Oui, zone et oui. emporter le corps? Ah, allez-y. Très bien. Messieurs, dames, je vais vous demander de remonter vers les étages et puis nous allons nous occuper de nettoyer cette zone. Je me rapproche de mon appareil d'un ton un peu sec, je dis permettez, et je commence à démonter tout mon attirail. Mais faites, bien sûr. Et une fois fini, je sors, bien sûr. Monsieur Dupont, Oui, James. il se passe quand même quelque chose de bizarre, c'est pas avec votre colonne et tout ça, là. Le type Ah qui est oui. mort. Oui. Oui, mais attendez, le type qui est mort, il a été noyé. Noyé. Et donc il est pas mort ici. Donc c'est pas juste un témoin d'un vol tué par un voleur, c'était peut-être même lui le voleur. On a retrouvé ça. Lizzie, montre-lui. Des outils de crochetage. Crochage, mais pourtant il n'y avait pas de serrure sur cette caisse. Elle était clouée. Peut-être une autre serrure. C'est bizarre de se balader avec ça. Mais Sauf si c'est un voleur. quoi qu'il arrive, vous avez dit qu'il était mort noyé, mais j'ai vu le corps, il avait l'air tout sec. Ouais, c'est ce que le médecin a dit aussi. C'est bizarre. Et autre chose, ça voudrait dire qu'il a été tué ailleurs et ramené ici. Oui, peut-être à la piscine. Si je peux permettre, il serait étrange pour un assassin de venir cacher un corps juste à côté d'un endroit où il y a eu un crime. Sauf s'il a voulu maquiller ça et faire semblant que c'était dû au vol. Enfin, j'en sais rien. Ou peut-être le faire passer pour le voleur. Peut-être bien, oui. Je ne sais pas. Il n'y avait pas de colonne sur lui, j'imagine. Enfin, de morceaux de colonne. Mais vous ne comprenez pas. Tout le reste n'est que fioriture. Le seul objet qui importait était cette colonne. Mais Edouard, calmez-vous. L'avantage que nous avons, c'est que nous sommes sur un bateau. Donc votre colonne, là, actuellement, est forcément encore sur le bateau. Personne ne sera embêté à le voler pour le jeter par-dessus bord. Donc notre lieu de recherche va être relativement restreint, même si c'est un gros bateau. Et vous avez trouvé quelque chose d'autre que le portefeuille? Et sur lui, non, rien du tout, mais nous allons aller fouiller sa cabine pour voir si nous trouvions autre chose. Ils ont enlevé le corps ou pas encore, là? Alors, le médecin l'a retourné, et puis il n'y a pas encore de matelot qui est arrivé pour l'enlever, mais ça va pas tarder. Ouais. Peut-être que cet homme a été témoin du vol de la colonne. Écoutez, c'est ce que je pense aussi, effectivement. Mais on ne s'explique pas cette cause de décès, c'est assez étrange. Ils sont pour la piscine, mes amis. Je pense que nous avons peut-être des choses à voir là-bas. Je suis d'accord. Ça serait peut-être bien quand même que quelqu'un aille avec eux pour inspecter la chambre, quand même savoir à qui on avait affaire. Moi, contrairement à vous, je me demande si ça peut pas être lui le voleur en réalité. Parce qu'il avait ses outils. Un peu gros, un bureaucrate. Et Louis XVI lui-même était un fervent admirateur de la serrurerie et il n'était pas voleur pour autant. Oui, mais là, on a trouvé des outils quand même. Et visiblement, ça n'a pas éveillé les soupçons du maître d'armes. Donc, mais c'est peut-être un peu gros, mais eux, ils n'ont rien vu. En tout cas, ils ne se sont pas posé la question. De toute façon, s'ils étaient compétents, ma caisse n'aurait pas été éventrée.